Bienvenue dans Dieu de Doc, votre émission médicale sur Tandem TV. Aujourd'hui, on parle des erreurs à ne surtout pas commettre dans des situations d'urgence. Quels sont les gestes qui peuvent sauver des vies ou au contraire aggraver des situations? Pour en parler avec nous, non pas un, mais deux médecins. On va commencer par le petit dernier, le docteur Franck Mazière, qui est médecin généraliste, urgentiste et smuriste dans un hôpital près de Lyon. Il va aborder le sujet de ces gestes au moment de panique qui peuvent faire plus de mal que de bien. Bonsoir, docteur Mazière, et bienvenue sur Tandem Bonsoir, TV. merci. Et puis évidemment, l'indétrônable docteur Jean-Jacques Herbsten, également médecin généraliste, lui en Moselle. Il va aborder le sujet des malaises, les gestes qui peuvent aider en situation de malaise ou ceux qui peuvent au contraire provoquer des petits incidents. Bonsoir, docteur Herbsten. Bonsoir Mickaël. Eh ben, j'espère que vous êtes prêts parce que cette émission va commencer tout de suite. On va commencer par une petite anecdote du docteur Mazière qui va engendrer des questions et des conseils. C'est pour vous, téléspectateurs. On y va tout de suite. Docteur Mazière, je vous laisse la parole. Eh bien, une anecdote aux urgences, un soir d'hiver, si je me souviens bien, où arrive paniqué un papa avec dans ses bras son fils d'une dizaine d'années qui hurle dans les urgences, complètement horrifié, en disant que son fils est tombé du premier étage. Voilà, et il arrive avec cet enfant lui-même paniqué, en pleurs, très douloureux. Et nous-mêmes, nous avons été très surpris parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des urgences pareilles qui arrivent directement dans le service. Alors heureusement, cet enfant, bon, n'a pas eu grand chose, si c'était juste une jambe cassée, mais ça aurait pu être bien plus grave sur les lieux mêmes et à l'arrivée aux urgences. Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette arrivée? Parce qu'un enfant qui arrive douloureux et une jambe cassée, c'est assez fréquent aux urgences. Sauf que là, c'est une chute du premier étage. Donc Hmm. c'est considéré comme un traumatisme extrêmement grave qui peut entraîner beaucoup plus de lésions que ça. Et en général, en France, on a un système de santé qui fait que on appelle les secours et on ne bouge surtout pas la victime au risque de l'aggraver. Alors c'est encore quelqu'un qui a dû regarder les séries américaines parce que dans les pays anglo-saxons, la philosophie des urgences n'est pas du tout la même qu'avec la France. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on nous a reproché quand il y a eu l'accident avec la princesse Diana, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle le scoop and run. C'est je ramasse et je cours pour amener les gens le plus vite possible aux urgences, enfin à l'hôpital. Alors qu'en France, c'est on amène l'hôpital au chevet du patient qui est donc en situation de détresse. Je vais laisser finir le docteur Mazière sur son histoire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez rigolo parce que nous, en médecine générale, en cabinet, on a plutôt tendance à dire aux gens, bah, venez nous voir, on va voir ce qu'on peut faire. Mais il est clair que dans une situation quand même où la gravité est quand même très prégnante, c'est pas vraiment le bon geste à avoir, même si c'est un geste qui pourrait dire rempli de générosité et d'amour en disant, je prends mon bébé, je l'amène aux urgences. Après, les raisons pour lesquelles il l'a fait, ça, je les ignore. Alors, docteur Alors, Mazière, justement, quels sont les bons gestes? Qu'est-ce que ce papa aurait dû faire pour ne pas prendre de risques avec son enfant? alors, le scoop and run, pour rebondir, c'est bien, mais c'est fait par des équipes spécialisées, professionnelles, qui vont faire des gestes minimums pour sécuriser le patient et l'emmener à l'hôpital. Là, effectivement, le plus difficile pour des parents, c'est de ne pas céder à la panique et c'est de protéger leur enfant sur place. Ne pas le bouger, éventuellement, donc je parle pour cette chute du premier étage, maintenir la tête pour éviter que l'enfant bouge les cervicales, le réchauffer en lui mettant une couverture sur lui pour pas qu'il prenne froid et appeler immédiatement le 15. Le 15, pas le 18, car le 15 pourra envoyer les moyens médicaux le plus rapidement possible. Les pompiers arriveront probablement plus rapidement, mais au moins on ne retarde pas l'arrivée des secours médicaux. Donc, le fait de bouger l'enfant, si jamais, alors il n'avait qu'une jambe cassée, tant mieux, mais s'il avait des cervicales, la colonne brisée et que on le bouge, ça peut créer des lésions de la moelle qui pourraient être irréversibles. Ça peut même le tuer. Évidemment, sur ce coup-là, le papa a eu de la chance, mais quand même, l'enfant était extrêmement douloureux. Il vaut mieux attendre les secours sur place pour éviter d'avoir une jambe cassée qui se balade et avec un enfant qui hurle, plutôt que, voilà, que de le laisser souffrir comme ça.
Mais encore une fois, c'est la panique. Le plus dur à gérer, attendre les secours, les appeler, sécuriser l'enfant. Et alors surtout, moi, par expérience d'urgence, parce que je suis pas du tout au niveau de Franck, hein, au niveau urgence, mais j'ai fait un peu de médecine d'urgence avec les pompiers, c'est que un truc qui est classique, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est que 2 minutes en train d'attendre les pompiers dans une situation d'urgence, c'est 2 heures. C'est-à-dire que le temps s'écoule d'une manière épouvantable et les gens paniquent vite. Et probablement que le papa s'est dit, il vaut mieux que j'amène moi-même, ça ira plus vite que si j'attends les pompiers, ce qui est une situation qui est complètement, je vais pas dire ridicule, mais qui est complètement contre-productive par rapport dans la situation dans laquelle on se trouve et qui est par rapport à l'écrasante majorité des situations d'urgence. Ah, vous avez raison, ça doit être un temps interminable avant que les secours arrivent dans ces situations-là. Et d'ailleurs, le papa ne comprenait pas après coup. On lui explique que c'était surtout pas ça qu'il fallait faire. Il avait l'impression qu'on ne voulait même pas s'occuper de son enfant. Bon, voilà, c'est des émotions difficilement contrôlables, d'où l'intérêt d'éduquer la population dans ce genre de situation. Alors, je vais vous poser une question parce qu'ici en Israël, nous avons un service qui, heureusement, ou quelque part en fonction du contexte, malheureusement fonctionne très bien. Donc, ce sont les services du Magen David Adom qui, en plus, travaillent en collaboration avec un autre service qui est le Herut Hatzalah, qui arrive très rapidement sur les lieux d'un accident, d'un traumatisme, d'un malaise, etc. C'est le 101, si je ne dis pas de bêtises. J'ai une question à vous poser, docteur Mazière. L'une des premières choses, vous l'avez dit, c'est d'appeler le 15. Ma première question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond rapidement au téléphone et est-ce que cette personne donne à l'entourage qui est autour dans ce cas présent de l'enfant, des conseils pour justement éviter les mauvais gestes qui auraient pu mettre la vie de l'enfant en danger, vous avez parlé des cervicales, ou au contraire aider à le mettre dans une situation des plus sécurisantes? Alors oui, alors il y a toujours des variabilités selon le département, mais globalement, le rôle du 15, c'est effectivement de déclencher les secours adéquats. Dans le cas précis, chute du premier étage d'un enfant de 10 ans, c'est un départ automatique. Il n'y a même pas de médecin qui passe par là. Le premier professionnel qui décroche envoie déjà directement les pompiers et le SMUR, donc les médecins, les secours médicaux. Et effectivement, reste avec la personne qui appelle pour savoir dans quel état précis est la victime et prodiguer effectivement des conseils. Donc, dans ce cas-là, ne pas bouger la victime, maintenir la tête pour pas qu'elle bouge les cervicales, la réchauffer en la couvrant et la rassurer, évidemment. Donc, dans le cas présent, comme on dit, Bezrat Hashem, il ne s'est pas passé quelque chose d'extrêmement grave pour cet enfant. Je suis convaincu qu'à l'hôpital, vous lui avez prodigué des excellents soins. Et donc, le conseil qu'on peut donner dans ces cas précis, c'est d'appeler le 15, d'écouter les consignes de la personne que vous avez en ligne et de ne pas effectuer des gestes qui peuvent éventuellement, comme le déplacer dans un cas de traumatisme ou de polytraumatisme, déplacer la victime, un enfant ou un adulte. Docteur Epstein, une petite conclusion sur le sujet du docteur Mazière? Que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et je trouve très très bien parce que avec le docteur Mazière, on se connaît bien et on a quand même beaucoup discuté de ses activités médicales, mais surtout d'éducation thérapeutique auprès du patient. C'est-à-dire que de faire passer des messages simples qui sont percutants et qui sont surtout pertinents de manière à ce qu'on puisse éviter certaines catastrophes et certaines situations qui ne vont qu'empirer les choses plutôt que les arranger. Donc, si via Dieu de doc, on peut réussir à passer ce genre de message, moi j'applaudis des deux mains. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va applaudir et je profite de ce compliment, de ce que vous venez de nous dire, pour vous passer la parole. On passe au deuxième sujet. On va faire des sujets relativement courts afin de bien faire percuter ces sujets auprès de nos téléspectateurs. Vous voulez parler des malaises. On vous écoute. Oui, alors bon, moi j'ai parlé du malaise, mais par le prisme du généraliste. Hein. Après, le temps Mazière va pouvoir donner, affiner les choses et apporter des compléments d'information. Mais vous savez, je voudrais parler des malaises que l'on fait généralement quand c'est l'anniversaire du tonton Roger, quand tout le monde fume bien, dans une salle un peu chaude, où il y a un peu de monde, il y en a toujours un qui tombe dans les pommes. Ça peut se passer également pendant un concert, ça peut être dans une synagogue, dans une église, enfin dans n'importe quel lieu où, un peu confiné,
Et c'est ce qu'on appelle classiquement, bon, on appelle le malaise vagal. C'est une situation, alors moi j'en ai déjà fait des malaises vagaux. Alors c'est assez classique, hein. C'est-à-dire que c'est pas un malaise à l'emporte-pièce, c'est pas on-off. On le sent venir. C'est-à-dire qu'on se sent pas bien, on a des sueurs froides, on sent que la tête tourne et parfois, bah, boum, on tombe dans les pommes. C'est le genre de malaise qu'on peut faire également quand on vient donner son sang, qu'on est un peu émotif et qu'on a un peu la trouille. À ce moment-là, on a une petite perte de connaissance. Alors, ce qu'on voit Ou pendant classiquement, une Brit Mila, ça arrive aussi de temps en temps. et alors ce qu'on voit classiquement, c'est les gens mettre la personne assise sur une chaise, lui tapote la joue, essaie de lui faire boire un petit verre d'eau, alors que justement, il ne faut surtout pas faire ça, parce que là, on va aggraver encore plus les problèmes hémodynamiques, parce que ce malaise vagal va provoquer une très grande chute de tension. Par conséquent, quelqu'un qui reste assis quand il a une tension au ras des pâquerettes, c'est pas forcément la chose la plus pertinente à faire. Donc, dans ces cas-là, quand quelqu'un fait genre de malaise, il faut l'allonger à plat dos, lui remonter les jambes et appeler des secours. Euh, D'une manière générale, les choses se passent plutôt bien, c'est-à-dire que les personnes récupèrent rapidement. Bon, ça arrive aussi de balancer une bonne mandale dans la figure pour essayer de les ranimer, ou alors il y a une manœuvre qui s'appelle la manœuvre de Pierre et Marie Foy, c'est on appuie là, juste au niveau sur les angles des mandibules, parce que le nerf facial passe par là. Vous pouvez faire l'expérience, appuyer un petit peu fort là, vous allez voir, c'est une douleur qui est vite intolérable. Et à ce moment-là, on permet de réveiller des personnes et qui retrouvent un peu connaissance rapidement. Mais surtout, 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 quelqu'un qui commence à avoir un malaise, mais de toute façon, je vous dis, on le sent venir et on les voit arriver à 100 mètres. Hein. C'est des gens qui sont couverts de sueur, qui sont très blancs. Ne les laissez pas assis, surtout pas debout naturellement. Écartez les gens de manière à ce qu'ils puissent avoir un peu d'air. Allongez-les, desserrez la cravate de manière à ce qu'ils puissent un peu respirer correctement. Et surtout, 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 vous leur relevez les jambes de manière à ce que le sang qu'il y a dans les jambes puisse arriver dans la circulation et faire remonter un peu la tension. Et naturellement, bah, vous faites le 15 parce qu'il va falloir un petit peu démêler le bon grain de livret. Et là, je passe la parole au docteur Mazière, qui lui est l'homme de l'art. Merci. Je vais prendre moi la parole avant de la repasser au docteur Mazière parce que je vais lui poser directement une question. Donc, docteur Efchen, vous avez dit, si on sent le malaise venir, il vaut mieux se coucher et relever les jambes plutôt que de rester assis par rapport à cette fameuse chute de tension. Quand il n'y a pas cette intervention et que la personne finit par tomber, on le laisse évidemment au sol, on va pas essayer de relever et on remonte les jambes. Docteur Mazière, ma question, elle est pour vous. Dans ce contexte où on pense éventuellement que ce n'est qu'un malaise vagal, est-ce que ça l'est toujours? Est-ce que si la cause est autre, est-ce que lever les jambes est le bon geste? Alors, le malaise, un vaste sujet, on va pas faire un cours de médecine. Dans la plupart des cas, les malaises, dans les circonstances que le docteur Epstein a citées, c'est probablement un malaise d'origine vagale. Mais on n'est pas médecin, d'accord? Donc, à partir de là, on dit c'est un malaise, point. On doit faire les gestes de premier secours qui valent pour tous les malaises. Voilà. Au passage, nos petits conseils sont très importants. Il n'y aura jamais mieux que de se former au premier secours avec des institutions officielles qui pourront vous apporter tous les détails. Je ne vais pas détailler exactement le cas dont a parlé Dr. Epstein, mais relever les jambes, oui, ce sera toujours une bonne idée parce qu'on considère qu'on a une chute de tension lorsque on a un malaise avec perte de connaissance, sans perte de connaissance. Lorsqu'il y a une perte de connaissance, en théorie, il ne faut pas être à plat dos, mais il faut être en position latérale de sécurité, ce qui n'empêche pas de relever les jambes aussi un petit peu moins haut, en fonction de la souplesse des gens. Mais oui, relever les jambes, c'est une très bonne chose. S'écarter pour laisser de l'air, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas oublier de vérifier les signes vitaux. C'est la première chose. Parce qu'un malaise, quelqu'un tombe, est inconscient, on lève les jambes, mais il y a le cœur qui ne bat plus, la respiration qui ne se fait plus. Donc avant ça, il faut vérifier que les gens sont vivants. Voilà. Si Et alors, justement, si justement on a l'impression que c'est au-delà, qu'est-ce que vous conseillez? Encore une fois,
on n'est pas tous médecins, quelqu'un perd connaissance et on a l'impression qu'il ne respire plus. Alors, quels sont vraiment les premiers gestes sans rentrer dans les Le détails que vous premier geste à suggérez? faire, c'est alerter. Donc, on appelle le 15. 15. S'il y a quelqu'un qui connaît les gestes de premier secours, voilà, on demande, on appelle à l'aide, et si quelqu'un sait faire, il va s'en occuper. S'il y a personne, au 15, il y aura quelqu'un qui va vous demander de vérifier si la personne respire, si le pouls éventuellement est palpable. À partir du moment où quelqu'un ne respire pas, on se pose pas de questions. Les spécialistes au 15 diront de commencer un massage cardiaque. Alors après, est-ce que on sera dirigé, on fera comme on pourra. Il n'y a pas le choix de toute façon, c'est ça ou laisser partir le patient, la victime. Voilà. Une question qui me vient à l'esprit, en France, on va dire dans les grandes villes, ce genre de situation qu'on ne souhaite à personne arrive, on téléphone au 15. Quel délai, quel est le temps à peu près d'attente? On en a parlé au début de cette émission. Quel temps d'attente entre le moment où on arrive à contacter le 15 et les premiers secours arrivent, en moyenne, pour qu'on ait une petite idée? Dans un grand centre, je dirais sur un départ réflexe où on dit arrêt cardiaque suspecté, théoriquement dans les 5 minutes, il y a un équipage de sapeurs-pompiers. C'est ce qu'on veut. On veut des gens qui sachent masser, ventiler. Secondairement, l'équipe médicale arrive, mais la première chose, c'est de masser. Ça, c'est essentiel. Donc, il n'y a pas besoin d'être médecin pour masser. Il nous faut une équipe la plus rapidement sur place. Docteur Epstein? Ah bah écoute, moi je peux que valider ce que vient de dire le docteur Mazière. Bon, moi je suis quand même beaucoup plus âgé que lui. Avant que les choses ne soient régulées par le 15 au départ, c'était quand même des choses. On va dire qu'on faisait. Enfin, moi j'ai travaillé chez les pompiers à Nancy, qui travaillaient comme les marins-pompiers et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'est-à-dire qu'il y avait une régulation interne. Et quand à la régulation, quand il y avait un arrêt cardiaque, on ne posait pas de questions. C'est-à-dire que l'engin décalé tout de suite partait immédiatement et on les renseignait en cours de route sur la destination et sur les raisons pour lesquelles ils partaient. Donc, on essaye d'optimiser au maximum les temps d'intervention, bien entendu. Le docteur Mazère, vous avez dit aussi qu'un des points importants, outre contacter directement le 15, c'est, si possible, d'avoir été formé aux gestes de premier secours afin de sauver des vies en cas de nécessité. En Israël, il y a des formations avec le Magen David Adom et même des formations qui peuvent se faire en français. Donc, si des téléspectateurs de Tandem TV en Israël souhaitent avoir des informations, ils peuvent toujours écrire à Tandem TV, soit via notre site, soit en répondant aux commentaires sous la vidéo de YouTube. En France, quelles sont les possibilités éventuellement de se faire former à ces gestes de premier secours, docteur Mazière? Depuis des années, il y a énormément de formations disponibles. La première qui me vient en tête, c'est celle de la Croix-Rouge, parce que je l'ai passée à l'époque, au début des années de ma première année de médecine. Mais il y a toute une flopée de formations de premiers secours. Voilà, c'est très très simple de s'inscrire et de passer la formation. Donc sur Google, Croix-Rouge formation, on trouve facilement de quoi se former, quelle que soit notre localisation en France. Absolument. Mais alors, le problème du français, enfin, des Français de manière générale, c'est le même problème bah, qui font qu'ils sont incapables de parler anglais, allemand, ou alors parce qu'ils pensent qu'ils sont pas assez bons et ils ont la trouille. Et ça, c'est un complexe quand même qui est assez curieux et assez fréquent. Et c'est pareil au niveau des gestes d'urgence. C'est-à-dire que vous avez quand vous avez quelqu'un qui fait un malaise, qui fait une perte de connaissance dans la rue, vous avez 10 personnes autour, il n'y en a pas un qui va se décider à se lancer pour commencer, sauf si vous avez un médecin ou un étudiant en médecine qui passe, ou un pharmacien, enfin un professionnel de santé, ou des gens qui sont quand même relativement à l'aise par rapport à la gestion de genre de problèmes. C'est comme les défibrillateurs semi-automatiques, hein, ou maintenant totalement automatisés. C'est-à-dire que les gens, on en trouve de plus en plus dans les endroits communs, comme les halls de gare, les musées, etc., les mairies. Mais je pense que beaucoup de personnes, même s'ils ont une formation, vont avoir un peu la trouille de se lancer par rapport au regard des autres. Et là, c'est un plafond de verre qu'il va falloir quand même en France briser en disant il vaut mieux faire un mauvais massage que pas de massage du tout. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Donc, se former, c'est une chose, mais avoir, on peut parler de courage, mais
aller au-delà et vraiment mettre en pratique devant un patient, ça c'est quelque chose qui est quand même un peu compliqué. Donc je crois qu'il y a un énorme travail de santé publique à faire à ce niveau-là, en disant vous avez été formé, eh ben mettez en pratique. Parce que bon, des arrêts cardiaques, il y a pas mal de campagnes actuellement sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui essaient de vendre des défibrillateurs à domicile, en disant que bon, il faut que les gens se forment et apprennent à se servir justement de certains outils qui sont à notre disposition. Eh bien, c'est le cas en Israël, je peux vous le confirmer. On installe à la demande des comités de logement un défibrillateur dans l'immeuble avec une formation, en tout cas, de certains habitants et afin toujours de sauver un maximum de vies. Je vais vous mettre un petit peu mal à l'aise, docteur Epstein et docteur Mazière, parce qu'en plus d'être tous les deux très sympathiques, d'apporter des informations, je pense, essentielles à nos téléspectateurs, vous avez encore un point commun supplémentaire, puisque vous êtes tous les deux, en plus d'être médecins, vous êtes tous les deux auteurs. Et on va parler de vos livres. Alors, docteur Mazière, honneur au nouveau, vous avez écrit deux thrillers, des thrillers, on va pas tout révéler, autour justement de la médecine. Ça s'appelle, j'ai pris mes petites notes, un sujet brûlant, burn-out aux urgences justement, et c'est aux éditions Les Passagères. Et un deuxième volume, jusqu'à la dernière goutte, Miranda Hurt reprend du service, toujours aux éditions Les Passagères. Est-ce qu'il y a un troisième volume en route, docteur Mazière? Absolument, il y a un troisième et même un quatrième, ce sera une quadrilogie, à quelques années d'écart entre chaque tome. Voilà, avec effectivement sur le premier tome un grand passage dans le milieu médical, parce qu'on va vivre au sein même d'un service d'urgence. Et dans le second volet, il y aura effectivement un petit rapport, si vous voyez la couverture, vous comprendrez, avec le médical. Voilà, je ne dévoile pas la suite Tous ces des livres aventures. Tous ces livres sont, vous pouvez les trouver sur tous les points de vente habituels, j'imagine, Fnac, Amazon et autres Oui, pour ne pas les tout à fait. citer. Oui. Sur les points de Et, vente numériques surtout. et Dr. Epstein, alors lui, il n'en est plus à son deuxième livre, on ne les compte plus. Une œuvre, Jean-Jacques c'est Epstein, une septième, œuvre. huitième, neuvième, je ne sais pas. Huitième ou neuvième, je sais plus, ouais, ouais. Vous ne savez plus non plus, donc c'est bien, ça me rassure un petit peu. Par contre, on va évoquer votre tout dernier livre. Nous, on est un petit peu fan de ce livre-là en particulier, même si on ne l'a pas encore physiquement dans nos mains. Il va sortir, alors vous me dites si je dis pas de bêtises, le Viennent. 17 novembre. C'est dans les jours qui viennent. Alors, le 17 novembre, ça s'appelle Lettre à mon ami antisioniste. Un petit mot sur le livre, très brièvement, Jean-Jacques. Écoutez, c'est pas compliqué. J'en avais un petit peu marre d'entendre régulièrement. Ah, moi, je suis pas antisémite, mais je suis antisioniste. Donc, on a essayé avec des amis israéliens, dont des journalistes de Tandem TV, ou même un très bon ami que peut-être les téléspectateurs connaissent via les réseaux sociaux, qui s'appelle Nagdi Monweil, qui est quelqu'un de brillantissime. Nous avons repris enfin tous les problèmes qui sont récurrents au niveau des dîners. Israël est un voleur de terre, pays d'apartheid, de tal, c'est pas une armée éthique du tout, blablabla. Enfin bon, il y a peut-être une petite dizaine de grands sujets et on a essayé de développer la manière la plus objective possible, de manière à apporter. Bon, on n'arrivera pas à convaincre les gens de la LFI, hein, et bien entendu, mais au moins apporter des pierres au moulin de ceux qui veulent justement avoir des arguments pour essayer de porter un peu la voix d'Israël. Et là, une de mes plus grandes fiertés, c'est que Céline Pina, que vous connaissez tous, nous a fait l'amitié d'en faire la préface, et elle a fait une préface assez exceptionnelle. Lettre à mon ami antisioniste, je n'ai pas cité la maison d'édition, ce sont les éditions Les Impertinents, UN pertinent, les Impertinents. Messieurs, merci beaucoup, téléspectateurs de Tandem TV. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tandem TV, à cliquer sur la cloche afin de recevoir les dernières émissions. Hein. Il y a plus haut de dogme, mais aussi plein d'émissions d'analyse et des interviews, toujours autour d'Israël, du monde juif, de la culture et puis bien sûr de la santé. J'espère vous revoir très bientôt, Dr Mazière et Dr Epstein, pour une nouvelle Avec émission plaisir. Duo de Doc. À très bientôt. Au Bye revoir. bye, à bientôt, Mickaël.